Bonjour et bienvenue à cette seconde séance d'exercice guidé en ligne. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de résoudre l'équation de Schrödinger dans les cas d'école du puits quantique et de la barrière de potentiel. Elle vient en appui du chapitre 3 du cours d'introduction à la physique quantique. La première partie de cet exercice traite du puits de potentiel à une dimension. Ce cas unidimensionnel très simple correspond néanmoins à des situations physiques très réalistes que l'on peut retrouver dans de nombreuses applications technologiques. Nous allons donc considérer un puits de potentiel de largeur petit a et de profondeur V0 tel que représenté sur cette figure. Nous considérons également une particule de masse m décrite par une fonction d'onde psi de x et de t et évoluant dans un champ de force conservatif dérivant de cette énergie potentielle V de x. Nous avons vu dans le cours que la dynamique de la fonction d'onde est décrite par l'équation de Schrödinger qui s'écrit ainsi si on se place à une dimension. En effet, l'équation de Schrödinger est l'équation fondamentale de la mécanique quantique. C'est elle qui permet de décrire l'évolution aussi bien temporelle que spatiale de la fonction d'onde d'un système. Autrement dit, elle permet de connaître l'évolution temporelle de l'état du système. Faisons un parallèle entre mécanique classique et mécanique quantique. En ce qui concerne l'état du système, la position et la vitesse utilisées en mécanique classique sont remplacées en mécanique quantique par la fonction d'onde. Et pour l'évolution temporelle de l'état du système, la deuxième loi de Newton, F égale ma, est remplacée en mécanique quantique par l'équation de Schrödinger. Dans l'équation de Schrödinger, le terme entre parenthèses correspond au hamiltonien grand H du système. On voit sur cette équation que si l'on connaît psi de x et de t à un instant t donné, on la connaît à tout instant t ultérieur à un facteur de phase près. La fonction d'onde est donc le pendant, pour la mécanique quantique, du couple position-vitesse dont nous parlions précédemment et elle contient toute l'information sur le système étudié. En particulier, elle donne la densité de probabilité de présence ρ de x et de t au point x et à l'instant t. Autrement dit, ceci n'est autre que la probabilité de trouver la particule au point x à dx près. On notera également que, étant donné qu'il s'agit d'une densité de probabilité, pour tout état physique, la fonction d'onde doit satisfaire cette relation. Ceci est dû au fait que la probabilité totale est nécessairement égale à 1. Autrement dit, le module carré de la fonction d'onde doit être de carré sommable. À partir de la fonction d'onde, on peut calculer toutes les quantités utiles, comme par exemple la position moyenne sur l'axe des x qui, par la théorie des probabilités, est tout simplement donnée par cette intégrale. Dans le cadre de cet exercice, les termes décrivant le hamiltonien grand H n'ont pas de dépendance temporelle. Il s'ensuit que grand H lui-même est indépendant du temps. Nous avons vu dans les vidéos de cours que, dans ce cas, nous pouvons séparer les variables spatiales et temporelles et rechercher des solutions sous la forme d'une fonction dépendant uniquement de x fois une exponentielle complexe. Afin que cette fonction soit solution de l'équation de Schrödinger, il faut que la fonction phi de x satisfasse l'équation différentielle que voici, aussi appelée équation de Schrödinger indépendante du temps. Cette équation peut être vue comme l'équation aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien. L'ensemble des énergies En et des fonctions phi n de x, solution de cette équation, forment ce qu'on appelle les valeurs propres et les états propres de l'opérateur hamiltonien. Considérons à présent qu'à l'instant initial t égale 0, psi n de x et de 0 est égal à phi n de x. Alors, à tout instant t ultérieur, la fonction d'onde psi n de x et de t vérifiera cette égalité lorsqu'elle est solution de l'équation de Schrödinger. En prenant le module carré de cette fonction d'onde, on voit bien que la distribution de probabilité est indépendante du temps. C'est donc pour cette raison que l'on parle d'état stationnaire. L'équation de Schrödinger étant linéaire, si on connaît la décomposition de la fonction d'onde sur l'ensemble des états stationnaires du hamiltonien grand H du système, ceci à l'instant t égale 0, alors on connaît la fonction d'onde à tout instant t ultérieur. Résoudre l'équation aux valeurs propres revient donc bien à résoudre l'équation de Schrödinger dépendant du temps, mais présente l'avantage d'être nettement plus facile à faire. Nous allons donc à présent résoudre cette équation. Dans le cadre de cet exercice, le potentiel V de x est constant par morceau. Ainsi, si x appartient au domaine moins l'infini 0 ou au domaine a plus l'infini, V de x vaut V0. Dans le domaine 0a, V de x vaut 0. Dans ce cas, on peut réécrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps sous cette forme, qui est celle d'une équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constant. Ces solutions sont connues comme étant des combinaisons de sinusoïdes ou d'exponentielles selon que l'énergie grand E de la particule est supérieure ou inférieure au potentiel V de x.
Les coefficients alpha, bêta, gamma et delta sont déterminés par les conditions aux limites et la condition de sommabilité du module carré de la fonction d'onde. En effet, nous avons vu précédemment que le module carré de la fonction d'onde doit être sommable lorsque l'on considère un cas physique. Ce fait impose une forme exponentielle décroissante à la fonction d'onde à l'extérieur du puits. Au final, les solutions vont prendre les formes suivantes dans chacun des domaines de potentiel. Nous aurons donc une onde évanescente dans le domaine moins l'infini 0, ainsi que dans le domaine A plus l'infini. Entre 0 et A, l'onde sera oscillante. On remarque ici une chose importante. Même si la particule possède une énergie inférieure à V0, elle a quand même une probabilité non nulle de se trouver en dehors du puits de potentiel, dans une zone qui serait en principe interdite en physique classique. En ce qui concerne les conditions aux limites, on peut démontrer formellement que la fonction d'onde est toujours continue et que sa dérivée est également continue si la discontinuité d'énergie potentielle reste finie. Nous allons donc retenir ces deux conditions aux limites pour trouver les solutions, ainsi bien sûr que la condition de sommabilité du module carré de la fonction d'onde. Nous allons à présent considérer un puits de potentiel infini, c'est-à-dire avec V0 qui tend vers l'infini. Si le potentiel V0 est infini, alors grand K tend vers l'infini également, et on voit que la fonction d'onde s'annule à l'extérieur du puits. Sachant qu'elle est continue pour tout x, on en déduit qu'elle vaut 0 sur les bords du puits, au point x égale 0 et x égale a. Ce sont nos conditions aux limites. Dans le puits de potentiel, la solution a la forme suivante. En utilisant nos conditions aux limites, nous obtenons un système de deux équations dont nous pouvons déduire que β est nul, ainsi qu'une condition sur les valeurs que peut prendre petit k. Reste à déterminer la valeur de alpha. Pour cela, nous allons utiliser une condition supplémentaire, celle de la sommabilité du module carré de la fonction d'onde. L'intégrale du module carré de phi de x devant valoir 1, cela impose à alpha carré de valoir 2 sur a, à un terme de phase près. La résolution de l'équation de Schrödinger nous a donc donné accès à l'expression de la fonction d'onde et à celle de l'énergie qui lui est associée. On remarquera alors que l'énergie est un nombre réel, strictement positif et qu'elle est quantifiée. Cette dernière remarque est très importante. Le fait d'avoir confiné la particule a donné lieu à des valeurs de l'énergie quantifiées, autrement dit des valeurs discrètes. On remarque aussi que c'est une fonction quadratique de n et que l'écart entre les niveaux d'énergie est inversement proportionnel à la largeur du puits de potentiel. Autrement dit, plus le puits sera étroit, plus les niveaux d'énergie seront écartés. Les trois premières fonctions d'onde du système correspondent donc respectivement à n égale 1, n égale 2 et n égale 3. Phi de x va donc vérifier les expressions suivantes. La représentation graphique de ces fonctions et de leur module carré ressemble alors à cela, où nous avons à gauche l'allure des fonctions d'onde des trois premiers niveaux d'énergie et à droite l'allure des modules carrés des fonctions d'onde qui correspondent donc à la densité de probabilité de présence de la particule dans le puits de potentiel. Nous remarquons que dans le niveau fondamental E1, la densité de probabilité de présence est maximale au centre du puits, alors qu'à des niveaux d'énergie plus élevés, il y a plusieurs maxima de la densité de probabilité de présence. Dans le cas montré ici, nous avons pris la largeur du puits égale à 1, soit A égale 1. Vu que l'énergie varie comme 1 sur A, lorsqu'on élargit le puits de potentiel, les niveaux d'énergie se rapprochent. En résumé, lorsqu'une particule se trouve piégée dans un puits de potentiel, l'ensemble des valeurs propres de l'énergie qui lui est alors accessible est constitué de valeurs discrètes. À chaque valeur propre de l'énergie correspond un état propre qui est décrit par une fonction d'onde, montrée ici dans cette animation. Ces fonctions d'onde varient dans le temps uniquement par l'intermédiaire d'un facteur de phase, alors que leurs modules carrés, eux, sont stationnaires. À chaque niveau d'énergie correspond donc une fonction d'onde, solution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Dans le puits de potentiel, la particule n'aura ainsi accès qu'au palier discret d'énergie, palier correspondant aux différentes valeurs propres, solution de l'équation de Schrödinger. C'est ce qu'on appelle la quantification de l'énergie.